Avant de commencer, je voulais vous poser une question. On est bien dans un film Spider-Man, on est d'accord? Non, parce que à un moment, je me suis posé une question, c'est-à-dire que j'ai cru voir une pub de 2h, 2h15 sur des produits dérivés Star Wars. Non? Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où nous allons parler de Spider-Man Homecoming réalisé par John Watts, que je ne connais pas. Est-ce que je dois faire un synopsis? Je suis pas certain que ce soit nécessaire, mais bon, je vais le faire quand même. Le vautour fout la merde, Spidey a 15 ans et va l'arrêter. Bon, ça c'est la couverture du film, en réalité c'est bien plus que ça. Et c'est rassurant, parce que j'avais vraiment peur d'un gros teen movie bien débile comme il faut, mais c'est pas le cas. Mais j'avoue que c'est super frustrant de voir le personnage rajeunir à chaque reboot, quand toi dans les comics tu as un personnage d'une trentaine d'années qui a une multinationale à la manière de Tony Stark. Et Iron Man d'ailleurs dans ce film. Parce que quand tu regardes les bandes annonces, t'as plutôt l'impression que le titre ressemble à Iron Man 4. J'apprends le métier à Spidey, ça tourne mal. Explication. Finalement, il est très peu présent et c'est bien comme ça. On peut même se demander s'il n'est pas assez présent à l'écran, parce que le rapport mentor-élève me paraissait très intéressant à développer, notamment sur le refus à la fin du film, avec ce costume de malade qu'on nous balance, et genre on est tous en mode « Waouh !» Donc au lieu d'accepter l'offre, Peter se barre. On a d'un côté du fanservice très facile, c'est-à-dire qu'on nous balance une tête d'Ultron comme ça gratuitement, et d'un autre côté, du fanservice qui crée la surprise. On aurait pu s'attendre à voir la version Iron Spider du MCU, et finalement pas du tout, ce qui rend le film surprenant sur ce point, juste sur ce point. Parce que quand Peter sonne à la porte pour aller chercher Liz, ah bah d'ailleurs je vais parler des lycéens après, on va bien rire. Donc quand Peter sonne, la mise en scène, notamment avec l'insert qui montre le doigt de Peter appuyé sur la sonnette, toute cette mise en scène fait que tu sais déjà que ça va être Toomes derrière la porte. Mais dans la salle, il y avait quand même des gens qui étaient en mode « Ouah, je m'y attendais trop pas !» Je fais un détour sur les personnages parce que oulala que c'est dur à gérer. J'ai même du mal à m'en remettre. Si j'ai bien compris, MJ est métisse et n'est même pas rousse. En plus, vers la fin du film, elle claque « Mes amis m'appellent MJ ». Sauf qu'elle dit ça à des gens qui la connaissent depuis plusieurs années. Donc en fait, ils doivent savoir que son surnom c'est MJ. Ou alors chez les génies, il y a du Alzheimer précoce. En plus, c'est dommage, car j'ai beaucoup aimé le personnage durant tout le film. J'ai trouvé l'ado un peu barré, marginal, tout en ressentant l'envie de s'intégrer. Et quand elle annonce qu'elle est MJ, j'étais genre... Ça m'a totalement refroidi. Et là, évidemment, je vais faire mon puriste, mais avant, je tiens à préciser que, globalement, j'ai rien contre le changement d'ethnie. Ouais, raciste! Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Mais là, c'est chaud, franchement, MJ, quoi, qui s'appelle Michel, et pas Mary Jane, d'ailleurs. Ouh, allô, les gars! Allô? Y'a personne au bout du fil? Vous aviez pas votre quota de minorité, il fallait aussi changer MJ? Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Non, parce que Flash en Paki, c'est déjà pas mal. Sérieusement, pour MJ, le physique me gêne. Par contre, pour Flash, limite, je m'en fous totalement. Ou en tout cas, la pilule passe mieux, on va dire. Par contre, Flash, c'est un intello. Sans déconner. Non mais vraiment, je suis très indulgent quand il s'agit de prendre des libertés sur une adaptation. Mais j'ai mes limites quand même. Surtout si ça n'apporte rien à l'histoire en plus. Parce que dans les 4 Fantastiques, Johnny était noir, mais ça apportait quelque chose à la relation entre les personnages, puisqu'il a été adopté. On sent des liens forts avec Jane, mais aussi une certaine compétition entre les deux. Et Betty Brandt, sans déconner, t'as l'impression qu'ils ont voulu changer tout l'entourage de Peter Parker, et du coup c'est un peu irritant. Et puis le seul qui correspond à la BD dans ses amis, c'est Gang. Enfin non, parce que même là, ils l'ont appelé Ned Leeds. Et dans les BD, c'est même pas un pote de Peter, puisque c'est le meilleur ami de Miles Morales, le Spider-Man qui a remplacé Peter dans la version Ultimate. Ah ouais mais attends, je viens de te dire Ned Leeds, hein, c'est bien ça? Putain, c'est pas possible d'abuser à ce point. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Lui, c'est Ned Leeds, alias le super bouffon. Non mais sérieusement, tu vois toi Jacob Batalon sur un planeur? En fait, c'est comme si tu prenais la saga Harry Potter et que dans les films, Harry s'appelle toujours Harry, mais par contre, Ron, ça devient Gérard, Hermione, pourquoi pas Britney, et Albus Dumbledore, Jean-Pierre Dumblebeat. Bah ouais, ça sonne bien. Clairement, ils ont craqué avec les personnages. Alors c'est sûr que toi, quand tu ne lis pas de comics, ça ne te dérange pas plus que ça, parce que de toute manière, les personnages à la base, tu ne les connais pas. Mais alors, quand tu lis des comics depuis plusieurs années et que tu suis tous les mensuels de Spider-Man, eh ben, t'es un peu vénère. Quoi? Votre attention, monsieur Jameson, votre femme m'a dit de vous dire de ménager vos nerfs. Pour le scénario, j'ai bien aimé, c'est vraiment sympa. Alors d'accord, il y a des petits moments de flottement que j'aurais retirés,
Mais globalement, on se retrouve avec un héros qui incarne ce qu'est vraiment Spider-Man. Exploit magistral quand tu vois ce qu'on a fait des autres personnages. Que ce soit les sacrifices dans sa vie personnelle pour accomplir son devoir, son envie de bien faire, de ne pas tuer, son humour. Ah ouais, mais non pour l'humour. Parce que ok, c'est super drôle, mais alors des moments, il y a des blagues, tu sais pas pourquoi elles sont là, elles ont rien à faire ici. Parce que Marvel Studios veut toujours en faire des tonnes. Tu connais les bails, toujours à faire des blagues de merde aux endroits où il faut pas. Autre chose, on a la question de l'apprentissage de Spider-Man qui a été très peu exploité auparavant. Disons que chez Raimi et Webb, ça se passait durant une scène de quelques minutes avec plein d'ellipses, et après le héros était vraiment au top pour le reste du film. Dans Spider-Man Homecoming, on sent que le héros cherche sa place du début à la fin du film, et comme c'est pris sous l'angle de l'adolescence, c'est d'autant plus intelligent. Ça c'est intéressant. Par contre, l'absence du sens d'araignée, clairement, c'est de la paresse intellectuelle. Parce que maintenant, les ennemis n'ont plus besoin de s'adapter et d'élaborer des tactiques. Et donc, ça rend les chorégraphies moins complexes. Donc visuellement, c'est très correct, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais il y a quand même une question qui se pose. Où se trouve l'inspiration? Parce que dans ce film, il n'y a aucune prouesse dans la mise en scène. Tout a été repompé sur les aînés. La caméra subjective, c'est clairement The Amazing Spider-Man. Et certaines images, c'est du Sam Raimi. Mais j'ai quand même noté deux choses intéressantes. Tout d'abord, le reflet de Peter dans l'eau. On voit la moitié de son visage en Peter et l'autre en Spidey, visuel récurrent dans les comics, notamment sur les covers. Et autre chose que j'ai trouvé vraiment génial, mais qui hélas n'est utilisé que dans l'introduction, le fait de filmer avec un téléphone portable. Tout le long de cette scène, je me suis dit, un film Spider-Man en mode Chronicle, Projet Blair Witch, Rec, bref, tout ce que tu veux, ce serait tellement stylé. Super. Et petit mot sur le costume quand même, c'est vraiment la classe. Et heureusement on se tape pas que du CGI. D'ailleurs il y a un effet velours sur le costume version practical, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'avoue que j'hallucine encore un petit peu de la manière dont on nous a trollé dans la deuxième scène post-credits. Je peux faire ça toute la journée. C'est tout pour cette critique critiquable sur Spider-Man Homecoming. Like et partage la vidéo si tu l'as trouvé cool. Si tu veux en savoir plus sur Spider-Man dans les comics, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours. Et puis pour le prochain Spider-Man, je miserai bien sur un petit Sinister Six, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!